ce dialogue silencieux, et que je voudrais moins silencieux aujourd'hui d'ailleurs, ce dialogue à plusieurs voix, et cette intimité que permet le séminaire, qui me change les conférences, m'ont beaucoup apporté. Je tiens à vous le dire, et étant donné que je serai à Paris jusqu'au milieu de juin, on a pensé à prolonger un petit peu. Je vous dis pourquoi j'ai choisi ce titre. J'ai choisi parce que d'abord, c'est une question qu'on me pose très souvent. On me dit, ce sacré dont vous parlez, ces ordres traditionnels, y en a-t-il aujourd'hui? Quels sont-ils? Quel est leur rapport à la société actuelle? Et je pensais que c'était tout un ordre de questions que j'avais effleuré lors de mon précédent, mais que je n'ai pas encore réellement abordé. Et je voudrais là que l'on entre en discussion sur 3 sujets. Le thème général, donc, c'est le sacré dans la société d'aujourd'hui. Le premier thème serait la partie négative, la critique, la société actuelle. Donc, je disais là, enfin, on va discuter. Deuxième thème, c'est les traditions aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je parle de ce dont j'ai une lecture plus directe, qui est le monde islamique du soufisme, mais ce monde, pour moi, n'existe pas s'il n'est pas un regard sur l'universel, et s'il ne rejoint pas les enseignements du catholicisme, du christianisme en général, du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, ainsi de suite. C'est pourquoi je n'ai pas voulu m'enclore dans la dimension musulmane, bien que, par force des choses, je vous parlerai davantage à partir du où je suis placé, mais, encore une fois, je ne tiens pas du tout à ce que ce soit une exclusive, ce qui fait que le deuxième thème ne dit pas l'islam dans le monde actuel, qui nous ferait d'ailleurs dévier dans d'autres considérations, mais les traditions dans le monde actuel. On peut voir la place du soufisme, mais aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, du judaïsme, du christianisme. C'est une deuxième séance qui peut-être sera plus nourrie que la première. Et dans la troisième séance, alors que c'est tout petit, c'est les possibilités, les chances, la place du sacré aujourd'hui. Et surtout par rapport à la science. Parce que si le sacré n'arrive pas à affronter la société scientifique actuelle, c'est qu'elle est une nostalgie d'un paradis perdu, alors qu'au contraire, je vois sa place, les 2 pieds dans le monde, et face à la science, ou plutôt avec la science moderne. Donc ce sera le thème de notre troisième rencontre, notre troisième question. L'élément commun étant une interrogation sur les sociétés présentes. Donc, je pense qu'après 6 conférences ou séminaires sur des thèmes d'introduction sur des symboles comme la maison. Voilà, nous sommes au Palais Sherazade. Nous aurions 3 causeries sur les sujets qui, je pense, tiennent à beaucoup et de près à beaucoup d'entre eux. Et pour ma part, je suis très heureux d'être. Alors, je vous ai dit un peu quels seraient les plans. Elle a fait en conséquence pour pouvoir porter les 3 étages. Elle a fait vous êtes bien vu. Toute la décoration. Je vois d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de bois de teck. Mais j'ai failli d'ailleurs me tromper aussi. Parce que, alors maintenant, je sais pas où il faut vous asseoir. Oui, je me disais que vous n'étiez pas là. Alors, je recommencerai un instant quand vous serez assis. Non, je salue ici les fidèles et je vois que ça se transforme un petit peu, mais il y a un noyau très fidèle et je suis très touché de ça. Bon. Les lustres aussi, alors elle a fait tout faire. Elle a fait faire les lustres, elle a fait faire les... Je vais revenir. Je viens à peine de commencer. Monique Tonique vient de faire une annonce que je vais répéter. Tout a été fait par elle.
je ne veux pas non plus attendre et aller de l'avant, mais quand je suis arrivé, nous nous sommes trouvés en bas devant une salle entièrement vide. Et je m'étais dit que tout ce que nous avions discuté auparavant avec Denis, à savoir si je ferais ou si je ne ferais pas 3 exposés de plus, était sans objet. Et j'avais dit en plaisantant, on fera 3 séances de plus si on choisissait la thématique, mais je dis, mais à condition qu'il ne soit pas dégoûté, qu'il n'en rentre pas un autre. Et alors, en arrivant, on est arrivé dans une salle superbement vide, un espace complètement dénudé, et là, je disais, voici la réponse. Bon, il semble que ce ne soit pas tout à fait la réponse, et Monique vient d'annoncer que je ferai 3 exposés de plus, qui auront lieu le 30 mai, le 6 juin, et le 13 juin, à 19h. Et je disais qu'ils s'inscriront un peu dans le prolongement de ce que j'ai tenté de faire avec vous jusqu'à maintenant. Et j'avais pris des symboles, la lumière, le temple, la maison. Cette fois-ci, nous allons rapporter des traditions à la situation présente. Le thème général, c'est le sacré aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous s'interrogent pour savoir si ce dont on parle traite la page perdue, mais où, quelle est la situation de ces enseignements, de ces maîtres, de ces traditions aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne veux pas faire le musulman de service, et pour moi, le soufisme islamique, bon, il se trouve que c'est une voie qui est la mienne, mais elle ne serait absolument de rien si elle n'était pas de connaître vers son universel. Et je parlerai aussi donc du bouddhisme zen, du judaïsme, de l'hindouisme, dans la mesure de mon information et pour lancer un débat général. Et le dernier thème sera d'affronter la science moderne, la scientifique actuelle et le sacré devant les sciences modernes. Bon, je passe à l'exposé d'aujourd'hui, qui sera un peu plus court que d'habitude. Voilà notre chambre. J'ai demandé de Et il s'agit du thème de la maison. Et pourquoi je pense faire une demi-heure 40 minutes, c'est parce que je voudrais que le débat soit un peu plus long. Nous allons continuer dans les semaines qui viennent, mais je crois que le moment sera bien choisi à la fin d'un cycle pour faire le point. Donc toute question sera bienvenue, je m'arrêterai pour ouvrir la proposition, qui porteront non seulement sur la maison, merci, je recommencerai. Je continuerai. Je continuerai. Il y a une chambre avec deux grands livres. Il a été piégé lui aussi par le fait que nous n'étions ni au rez-de-chaussée ni au troisième. Pardon? Le plafond. Bon. Au fond, le doudou qui filme pour ses Donc, parents. on va faire un exposé un peu plus court. Et ça portera sur tous les thèmes, de la lumière jusqu'au temple, et sur d'autres si vous le souhaitez. Et on va terminer donc la séance par une discussion générale, quitte à recommencer ensuite selon notre formule la semaine prochaine. Alors, veuillez m'avertir lorsque le temps sera passé. Je vais essayer d'en tenir compte dans mon exposé, qui sera simplifié. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la maison familiale, je ne dis pas individuelle, si ce n'est, au point de vue traditionnel, un temple en miniature. Et en fait, ce sera mon point de départ, l'ancienne maison était déjà un temple dont, et le paterfamilias, le mot l'indique déjà pour le latin, mais il l'a assez prouvé aussi, c'est le pontife de l'autel familial. Le père de la famille est celui d'abord qui célèbre le sacrifice. Ensuite, ça devient, par spécialisation des fonctions, le prêtre qui soulève aussi, mais au départ, dans l'autel védique hindouiste, le père
officie chaque jour et accomplit les libations et fait le sacrifice au lever du soleil. Et c'est l'une des raisons essentielles du mariage. Il faut avoir voilà, nous sommes au palais Scheherazade. afin que toute la famille soit présente dans cet acte d'adoration au cosmos. Et c'est le Père qui est le truchement véhicule pour célébrer devant l'autel cette journée nouvelle pour la paix et attirer les inconnus sur cette voie. Elle a fait toutes les moulures, toute la Et décoration, pour cela, il faut que tous les le âges bois, soient donc il y a beaucoup de bois de teck, les secs, de bois de, la mer, aussi des de enfants. cèdre. Et vous savez que la notion Voilà notre de chambre, famille là, est une notion très élargie qui va jusqu'au clan et la tribu. petit salon. Et je mesurais la décadence au fait que mon grand-père avait non seulement une famille élargie, Voilà, donc, mais il y avait ses 4 femmes, tout ça fait par et les 4 femmes correspondent à 4 arcades dont je vous ai parlé, les 4 coins de la Kaaba. C'est pas un chiffre arbitraire. La famille est parfaite lorsque elle est appuyée sur les plantes et c'est en général l'épouse préférée, la plus âgée, qui choisit les autres. C'est la première épouse qui a choisi les autres. Les a fait donc la famille n'est pas un élément avant tout sentimental, psychologique, c'est une communauté qui rend et qui engrasse ensemble. C'est pourquoi l'ironie sur le nombre des épouses méconnaît la structure de la famille traditionnelle et son rôle, qui n'est pas du tout un rôle romanesque, qui n'est pas un rôle psychologique, qui est un rôle de glorification divine dans lequel une communauté entière doit être rassemblée. Et quand je suis allé la première fois en Amérique, il y a bien longtemps, on me demandait « Have you got a family ?» Je répondais « Oui ». Et je parle très volontiers de mon frère, de Timo, je parlais des collatéraux, j'avais à ce moment mes parents, on me riait au nez. On me dit « Mais on vous demande pas de raconter votre vie, on vous demande seulement si vous êtes marié ou pas. » La famille, c'est l'épouse. Et la famille se réduit au roman entre lui et elle qui s'aiment, et c'est tout. Et il n'est pas question d'autel, ni de libation, ni de sacrifice, ni de présence du soleil, ni de présence de la tribu, ni rien de tel. Or, ce sont des réalités encore perçues par l'aîné, à tel point, mon dernier voyage était pour essayer de construire une université pour l'UNESCO à Bahreïn. Eh bien, le grand problème était que les espaces, et c'est ça le problème de l'espace de la maison individuelle à Fès, par exemple, que l'UNESCO essaie de protéger, l'espace est conçu pour la famille patriarcale. Elle est faite pour l'appropriation au nom de 20 ou 25 personnes qui forment un tout, une communauté, et qui sont groupées autour du patio central, les différents faces de cube central qui reproduit sous forme d'un vide, la Kaaba, plein de la mer, se trouve actuellement habité par des squatteurs et des immigrés migrants et dépecés en petits lieux. Et là où il y avait cette grande famille, il y a maintenant un père et une mère et des enfants qui font du bruit. Et un père et une mère dont les intérêts ne sont plus de servir la maison, mais dont les intérêts sont à l'usine ou à l'établi ou au bureau encore peu, en dehors. Ce qui fait que la maison se vide de ses fonctions traditionnelles, de la même manière d'ailleurs que la ville entière se vide de ses habitants citadins pour recevoir en Orient des paysans qui sont nouvellement citadins. Le travail d'appropriation de la ville qui se faisait de manière organisée, parce qu'on faisait partie, on travaillait d'une corporation. Et la corporation était liée à un ordre soufi. Tous ces liens sont dissous, atomisés, et sont les individus qui arrivent. Ce qui fait que l'absorption ne peut plus se faire. Et ce sont des individus isolés
qui transforme une maison en immeuble d'habitation. Et l'un de mes maîtres, que j'ai beaucoup aimé, Bachelard, comparait la maison à une coquille. Le côté organique de la maison se perd. Et quand vous entrez, il est maintenant temps d'entrer dans une ville musulmane, quand vous entrez dans une ville musulmane, la première chose qui vous frappe, c'est l'unité organique et la densité du tissu urbain. Vous n'êtes pas en face de perspectives qui s'étalent, de places sur lesquelles il y a le palais, la municipalité au Palais du Prince, mais tout se tient, vous avez un labyrinthe de ruelles dans laquelle ce qui est essentiel et ce qui est quotidien ne se distingue pas. Le sacré et le profane sont inextricablement mêlés dans ce labyrinthe. Et s'il y a deux notions qui sont étrangères à la maison traditionnelle, c'est la notion de façade et la notion urbaniste moderne de zone. Revenons d'abord zoning, les zones, S-O-N-I-N-G, je vais m'expliquer un peu là-dessus dans un instant, mais je commencerai par la première notion, la façade. Les ruelles de la ville traditionnelle musulmane, qu'il s'agisse de Fès, de Kairouan, de Médine. Voilà, nous sommes au palais Scheherazade. Voilà. Ou qu'il s'agisse des villages indiens, pas des villes, qui a tout fait, de prime abord, tout construit, elle a construit le bâtiment et l'architecte. Sont composés non pas de maisons individuelles séparées, mais de ruelles. Et on peut passer d'une maison à l'autre en haut par les toits. Elle a fait toutes les moulures, toute la décoration, le bois, donc il y a beaucoup de bois de teck. La ville semble refermée sur elle-même par en bas, mais elle est ouverte au plein ciel par en haut, par les toits, par les cours intérieures, les patios. Et lorsqu'on survole, on a l'impression d'un ensemble cristallin fait de prismes et de cubes intégrés les uns aux autres. Et c'est très important, c'est que le palais n'est pas fait. Le palais se trouve environ 30 minutes à là, en général sur une montagne. Ce qui est au milieu, mais on ne peut pas distinguer le milieu de l'extérieur. C'est la mosquée. La mosquée, comme l'église, comme la cathédrale même médiévale, est prise dans un ensemble de maisons et de rues. Le tissu est serré. Et ça correspond à une conception de c'est-à-dire que l'église, la mosquée, le temple ne sont pas des pièces montées sur une escalade qui paraît du contexte faite pour être visitée par des touristes. Elle est avant tout un lieu pour ceux qui en vivent. Il n'y a pas de distance entre l'intérieur et l'extérieur, la maison et la rue. Et la mosquée, et je pourrais aussi bien parler d'autres temples, fait partie intégrante d'un ensemble, de ce colimaçon, de ce labyrinthe dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait que la distance entre la maison individuelle et le temple est gommée. Et c'est pourquoi ce que je disais à la fois est valable aussi pour la maison individuelle. Elle n'est pas privative en sens qu'elle n'est pas le lieu de l'individualisme. Elle est le lieu où la famille rend grâce, où chacun sait ce qu'il a à faire. Mais évidemment, on est très loin de ça aujourd'hui, où le problème d'ailleurs n'est pas urbanistique, il est social. Et il n'est pas social seulement, il est surtout moral. Et c'était le problème que je devais affronter tous les jours avec la campagne pour Fès. Que ce n'est pas un ensemble de maisons et de monuments à faire visiter par les touristes, mais il s'agit avant tout de trouver des métiers à des artisans qui se transforment en revendeurs d'import-export. Les jeunes n'apprenaient plus à tourner le bois ou à ciseler. Ils faisaient venir des objets de Hong Kong, du Japon. Les tapis de prière, par exemple, sont faits maintenant presque tous en Chine. Et ils sont vendus. Ce qui fait que l'artisan de Fès, qui appartenait à une corporation,
qui appartient à un homme, il y a encore 30 ans, maintenant est un revendeur d'un sport. Et les fils qui n'ont plus de vocation, c'est des chauffeurs. Ils jouent au billard et au foot. J'en parlais un jour dans la banlieue de Paris et des ouvriers. Il y a un jeune qui m'a dit: qu'est-ce que vous avez contre le billard électrique? Je dis: j'ai rien, je le défie, je l'ai battu au billard électrique le soir même. Mais c'était d'ailleurs hier. Bon, et la vie donc a connu une transformation. La maison, ça c'est une maison familiale, pour être un immeuble. Le propriétaire habite en général dans une villa genre Côte-Basse. Il est en dehors, il n'est pas interdit, il la loue très cher à des campagnards et des ouvriers qui sont tassés sur lui. Et voilà la transformation du temple familial, du temple privé dans tout le pays traditionnel. Maintenant, il y a une autre chose qui apparaît dans la vie musulmane. Je reviens maintenant à ça. C'est que il y a une coupure abrupte entre ce qui est urbain, le groupe des maisons, et l'espace aux arbres. Les portes des murs, en général, sont qui restent murées à Saint-Marc. Les portes sont murées, et dehors, ce qui commence, ce n'est pas la campagne, ce ne sont pas les arbres, c'est le désert. De telle sorte que la civilisation musulmane n'est ni entièrement une civilisation commerciale et urbaine, ni entièrement une civilisation, disons, romantique de nomades du désert. L'un et l'autre sont faux, mais l'un et l'autre sont juste en complémentarité. Il y a une espèce de dialectique qui fait que l'un s'appuie sur l'autre. Et la mosquée s'appuie sur le souk. Au fond, le souk tire son authenticité de l'existence de la mosquée. Mais inversement, la mosquée est ouverte de tous les côtés au souk. Elle prend sa signification par le va-et-vient des fidèles, le fait que les fidèles ne montent pas la mosquée en épingle, n'excluent pas le sacré comme quelque chose à contempler ou à visiter moyennant finance, mais comme quelque chose qui est intégré dans la vie. Là encore, la distance entre la maison familiale et le temple. Le fait que les villes musulmanes très nombreuses soient jetées comme un collier épars, comme un chapelet dénoué à travers des espaces, a plusieurs conséquences. Une conséquence économique, c'est que nous sommes la cité musulmane vit en autarcie, repliée sur elle-même. Les environs sont faits pour la nourrir, mais on n'exporte pas des aliments, tout ceci sert à la vie. Qu'est-ce qu'on exporte? Elle a fait des plans, elle a fait... mais qu'est-ce qu'on exporte? On exportait d'abord des objets qui avaient une grande valeur, sous un petit c'était des étoffes brodées, c'était des aiguilles ciselées, des plateaux, c'était des parfums, c'était tout ce qui, sous un volume très faible, obtient une grande valeur, pour être envoyé à travers le désert de l'eau. Ce qui fait que l'industrie des souks était une industrie pour les ports, pour les lieux de luxe. Ce qui faisait à la fois la grandeur de la société musulmane, mais aussi sa grande pression. Parce qu'il suffisait qu'il y ait une dynastie aussi, des pillards, des brigands, tout simplement une salinité accrue des points d'eau, des oasis, qui se déclarent pour que la ville est. Donc civilisation de luxe et civilisation fragile, l'un et l'autre sont ensemble. Ensuite, cette symbiose de l'espace bâti urbain et du désert a une conséquence. C'est que les citadins, jusqu'à ces derniers temps, envoyaient leurs enfants auprès des Bédouins pour s'endurcir dans le désert.
Et c'était une habitude qui a toujours existé. Et je l'ai vu pratiquer autour de moi. Et quand mon père était en Suisse, il y avait un homme très moderne qui était l'un des initiateurs du nationalisme arabe, l'émir Sheikh Barslan. Je le voyais arriver pour me donner chaque semaine des leçons d'arabe et d'histoire de l'islam. Il s'arrêtait et il y avait encore à l'époque, à la Salah, un ancien relais de diligence. Il disait que l'eau du puits était plus savoureuse que les eaux, et je voyais cet homme, qui était un personnage militant d'avant-garde, s'arrêter avec ses deux manches de boire l'eau avant de monter me donner ma leçon. Et la qualité de l'eau de source était un des éléments de sa civilisation, de sa vision du monde. Donc, nous avons beau avoir oublié, être des employés ou des prolétaires, il reste en nous quelque chose de cette dialectique de la cité coupée à bout avec le désert au fond. Et nous ne sommes ni influencés par le désert, ni influencés par la cité. C'est une situation hybride dans laquelle la maison, le style urbain, est l'espace. Parce que le désert peut être du sable, mais il est aussi souvent de la steppe, il est souvent de l'herbe, il est des arbustes, remouillés. Cette présence par ce porte même de la ville, c'est partie de notre inconscient collectif. Notre sens mathétique, nous le trimballons avec tout. Et elle a tout construit, elle a construit le bâtiment avec l'architecte. Ce désert s'étend depuis la Méditerranée jusqu'à la Grande Muraille de Chine. Et sur la muraille, on surveillait le désert des Tartares de là-haut, et les Tartares battaient et les mêmes nomades étaient à l'origine de l'architecture. Car le prototype de toute architecture de maison, c'est l'ayour, c'est la tente noire du bédouin, c'est le tipi du Faurouge. Donc si nous voulons faire de l'archéologie, de l'architecture, il faut se placer avant les maisons de pierre. Il faut même se placer avant les maisons de bois. Les premières maisons sont des yourts ou des tentes noires ou des tipis indiens disposés en cercle. Voilà. Tout a été fait par elle. Et la première maison, on la sent encore dans l'espace. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de rendre ça dans un film, je vais essayer de le rendre dans un livre que je suis en train de préparer. La première chose est de planter une lance dans le sable. C'est ça l'acte de fondation de la maison de la vie. On plante une lance, on se met en s'orientant vers la Mecque, derrière la lance. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières monnaies des Omeyyades, donc la première dynastie musulmane, portent justement cette lance. Donc, l'acte de fondation, l'acte d'affirmation du sol, commence par tracer une direction, une orientation. À l'origine et au dernier jour, ce sera la Mecque. Et ce sera Jérusalem. En ce moment, c'est la Mecque. Provisoirement. Et ensuite, alors, il y a la rencontre d'un sol et d'une eau. Mais, nous avons toujours cette dialectique, ce balancement de l'eau et du sable en nous. Et c'est ainsi que le grand poète arabe, Al-Mutanabbi, dit, excusez-moi de le citer d'abord en arabe, mais je crois que ça c'est beau. Al-Hayl, wal-Layl, wal-Ba'ida, ta'rifoun, wa-Sa'ifarum al-Qartas wal-Qalam. Ce qui veut dire, les chevaux, les grands espaces libres me connaissent. Ainsi que le sabre et la lance et l'encrier, l'écritoire et la plume. Donc, vous avez accumulé dans un distique un mélange de propriétés du bédouin et de propriétés du citadin. Et Mutanabbi lui-même était un homme de cour, mais qui rêvait de grands espaces. Vous avez exactement la même chose plus tard
Chez Ibn Khaldun, on sent qu'on est précurseur de la construit sociologie le bâtiment moderne architecte. et qui en vérité est un Construit le critique bâtiment. de l'histoire, il plans, remplace elle a fait, l'histoire linéaire par une histoire séquences pour pouvoir cyclique. porter les trois En ce images. sens, il est très correct. Elle a fait Parce que tout dans le le mur, Coran, toute la l'homme décoration, construit des tours de le Babel. bois, J'ai donc il y a beaucoup entendu de bois de d'ailleurs teck, d'autres habitants. de bois de, Il construit des tours, il construit des maisons, de il cèdre symboliise dans la sculpté. civilisation. Voilà Ensuite, notre chambre, tout là, est détruit par d'autres dynasties, d'autres peuples, des petit salon nomades, à des l'entrée. conquérants. Tout rentre dans le jeu et tout rentre. Et Ibn Khaldun était lui-même un diplomate en exil, un ex-ambassadeur, Voilà, qui après avoir connu les splendeurs d'Andalousie, vivait dans ses bibliothèques à Prenda, dans un espace confiné, et vous avez en lui, comme en métallurgie, comme dans l'émir Cheikh-Barsin, peut-être en vous, peut-être en moi, vous avez cette coexistence de la maison, de la ville bâtie et du grand qui n'est pas simplement un souvenir de nostalgie de moi, qui est une partie intégrante de chacun de nous, et je l'ai vu, des architectes, des animateurs culturels, de pair. Maintenant, la maison. Je vais dire que la notion ne passe pas des autres. Parce que, qu'il s'agisse de maisons de luxe, de maisons d'avare, ou de maisons de pauvres, c'est toujours la même chose. Ce sont des ruelles, des mouchardiers. Il faut vraiment pousser la porte. Et la porte de la maison traditionnelle, cette lourde porte cloutée, n'est pas une ouverture sur le monde extérieur, elle est une barrière. Elle préserve l'intimité. On est déjà dans le harem lorsqu'on heurte à la porte. Et c'est une conquête de la civilisation occidentale moderne qui s'est affirmée avec la Renaissance, qui ensuite s'est développée avec le baroque du XIXe siècle, que d'avoir des façades. Et la rue des villes occidentales est déjà spectaculaire en soi. Toutes les villes d'Orient, finalement, se ressemblent. Ce sont des méandres, des dédales, des labyrinthes de ruelles, dans lesquels on serait bien en peine de dire si on est dans un beau quartier ou dans un quartier obscur. D'ailleurs, la notion de beau quartier n'existe pas. Alors, la façade indique immédiatement le rang et presque sa fonction sociale. C'était le prince, ça a été le bourgeois, mais les rues sont palpitantes parce que d'une maison à l'autre, vous avez un spectacle. Vous avez des balustrades, des colonnes, des fenêtres. Les maisons d'Orient sont aveugles. Toute la lumière est contenue à l'intérieur. Et vous l'avez encore dans les dispositions des maisons à Cordoue, par exemple, voilà, ou dans certaines autres villes d'Andalousie. Évidemment, vous l'avez au Maghreb. C'est-à-dire, à l'extérieur, c'est un prison fermé sur la route, et à l'intérieur, tout s'organise autour de la fontaine centrale, et vous avez les quatre partagés en espace pour y recevoir et haram. On a beaucoup glosé sur le harem, donc il y a beaucoup de bois il est de loin teck, d'être aussi de bois de qu'on le dit d'habitude. de cèdre. Haram veut dire tabou. Voilà C'est l'espace, voilà. c'est l'espace en un mot de l'intimité. Voilà. Et quand vous entrez dans la maison orientale, alors là, quand je parle de l'islam, je dis, et quand je généralise à différentes maisons, ceci vaut exactement pareil à l'Inde, et souvent chez nous au Japon, ce qui frappe par rapport à la maison, à l'immeuble, à l'habitat habituel dans l'Occident moderne, c'est l'absence relative de même. On entre, on a un espace indifférencié. Il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas très peu de table, c'est remplacé par des objets presque fiduciaires qui se poussent, se roulent, s'emportent. Vous avez des nappes, des tapis. En Inde, d'ailleurs, l'espace sur lequel on vit est plus architectural que mobilier. Ce sont des renfoncements dans le mur, des redans du mur. En islam, la forme carrée est plus fréquente dans l'habitat privé, mais
les plateaux, les nappes, les tapis s'en aillent et se roulent et disparaissent. Et vous avez certains coins de la maison qui servent en été, d'autres qui servent plutôt en automne. On vit beaucoup sur les toits et beaucoup en Inde vivent dehors, on dort dehors, sur des lits qui sont placés dans la rue, aussi bien dans beaucoup d'endroits de l'Inde que dans beaucoup d'endroits du Golfe, chez les Arabes. Donc, l'espace intérieur est tout autre que l'espace intérieur occidental, qui est souvent un espace de prestige, mais souvent aussi un espace d'appropriation individuelle. Par exemple, le fait d'être assis sur une chaise nous isole. C'est déjà un acte individualiste que de s'encadrer dans une chaise. La chaise vous sépare des autres, vous place comme un individu face. Alors que le fait d'être assis par terre, tous, en groupe, n'importe comment, introduit une autre dimension et une autre forme de convivialité. Ce que beaucoup de jeunes, par exemple, en Californie, retrouvent. Mais ce que l'Amérique des pionniers avait. On s'asseyait à même la terre, en cercle, voilà, et voir ce que vous avez n'importe quel Américain. Très souvent, les gens sont groupés tout autrement dans des restrictions occidentales. Ils sont souvent assis par terre, il y a une manière de s'adresser, des rapports humains différents. Eh bien, en Orient, ça va très bien. Et le fait de n'avoir pas de table, d'être assis solennellement hier, de manger dans le même plat que les mains. Beaucoup de mes étudiants d'Afrique se plaignent des couverts. Voilà notre chambre. Parce qu'ils disent qu'ils aiment avoir le poids, la texture, la densité de ce qu'ils vont manger dans la main avant de l'avoir mangé. C'est ça leur. Je dirais que moi, ça ne manque pas. Je suis très loin et il est très difficile de manger sans couchette, sans cuillère. Mais pour eux, la plupart des étudiants disent que l'un des points, il y a deux points. Il dit, ils s'isolent en mangeant à découvert. Ce qui nous manque, c'est de manger dans le plat avec la main. Et l'autre, ils ne s'aiment pas assez les uns les autres. Ça, c'est la doléance que j'entends toujours. Et c'est une doléance que j'ai entendue dans une île, la Baltique, une île soviétique. Je posais la question à un journaliste de l'agence TASS qui avait été dans les troupes soviétiques qui ont pris Berlin. Je disais, c'est curieux, vous parlez tout le temps de la guerre et de vos expériences à l'armée, alors qu'en Occident, on a plus tendance à gommer la Seconde Guerre mondiale et on s'accroche beaucoup. J'ai connu l'entre-deux-guerres. Et il est certain que dans les souvenirs, la Première Guerre mondiale est restée présente. Il y avait eu les cassés, les mutilés, ainsi. Il y a eu des prolongements dans la vie de tous les jours qui ont duré jusqu'en 35-36, au seuil de la Deuxième Guerre. Alors il m'a dit, c'est que en Occident, l'autre est en concurrent dans le rat race, alors que chez nous, l'autre est un compagnon d'infortune. Et on essaie de se débrouiller comme on peut. Alors, l'Orient est situé un peu entre les deux. Il est très occidental, vu de l'extrême, ou même vu de Moscou. Et en même temps, il est enfoncé dans des traditions qui sont presque préhistoriques. Je parlais tout à l'heure de l'ancienneté des yourtes, des tipis, et ainsi de suite. Mais avant, la demeure par excellence, c'est la grotte dans la montagne. Et toute demeure individuelle est une reproduction de cet espace intérieur de la grotte. Et on vivait dans les grottes, la yourte, le tipi, la et ensuite, alors, on a les pierres, les cités, mais le nomade a continué et continue encore, aujourd'hui encore,
joue un Elle a fait rôle. des plans, en conséquence pour pouvoir porter les 3 étages. C'était souvent des divagations personnelles, mais je donne un témoignage pour vous montrer que cet univers n'est pas quelque chose de mythique et de perdu. Il est encore très je disais il y a 5-6 ans, j'étais en Mongolie, je dis à un Mongol, qu'est-ce que vous faites en hiver? L'hiver est très long. Et vous n'avez aucune discussion. On n'est pas la radio, on n'est pas la télévision. Vous ne sortez pas, il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre. Vous restez là à vous raconter l'histoire tout l'hiver dans vos lustres. Maintenant, ça continue. Et là, il me répond, la conversation avait lieu en russe. Il me dit, nous parlons comme des êtres humains. Alors, la réponse, elle est la maison, notamment les enfants, pas les autres, mes êtres. Or, maintenant, la maison est l'endroit où on rentre fatigué du travail. Et on n'a plus envie de parler tout compte, on ouvre tout de suite la télévision, on appart tout de suite le repas, et la relation, c'est pour ça que je dis que la maison privée est une relation sociale avant d'être une maison, et une attitude morale envers soi-même avant d'être une attitude sociale. Mais, dans son ordre, dans sa mission, la maison orientale est beaucoup plus un espace que l'expression de goût ou d'individualité. On rentre les options, on les sort, et on a tout le temps dans soi un cadre. J'ai trouvé d'ailleurs très beau en entrant d'arriver dans une salle complètement vide. J'ai pensé que vous y seriez, c'est très religieux, je suis très content d'être là et qu'on soit tous ensemble. Il y a une chose qui me frappe ici, c'est que il y a un mariage du bleu foncé et du vert qui est assez rare et qu'on trouve souvent dans les tableaux du Greco. Moi, ça me fait penser au Greco, d'avoir le rouge, le bleu et le vert ainsi mis en présence l'un de l'autre. Bon, il y a aussi la reproduction très fréquente de Baptiste, par Saint-Paul à côté, et derrière, vous avez de nouveau le bleu et le vert, mais vous voyez en quoi cet espace est déjà porteur d'histoire, de relations individuelles. Chacun d'entre nous, de vous, de moi, ont eu des occupations dans la journée, vont en avoir après. C'est un ensemble qui nous travaille, alors qu'en Orient, disons, l'individu, en général, est moins affirmé. Et c'est pourquoi la façade joue un rôle un peu secondaire dans nos vies quotidiennes. Deuxième élément, j'ai dit que le zoning était peu connu. C'est que le zoning est une technique urbanistique moderne, d'ailleurs largement proposée en Orient, où il y a un quartier pour l'administration, vous avez des buildings, des gratte-ciels, un quartier pour les banques, les affaires, un quartier, alors en périphérie, dans les jardins, dans les affaires, vous avez les maisons pour les riches, vous avez des banlieues pour les autres, pour les polytechniques. Il y a donc une spécialisation des quartiers. Et au lieu de... Pardon? Tout ça fait par elle, une sorte de Fauzi, avec les lustres aussi. Alors elle a fait tout faire. Elle a fait faire les lustres, elle a fait faire l'association. Là, les boiseries, Lacan, les meubles, tout a été fait par elle. Non, je voulais dire que c'est peut-être ici à ça. J'en sais rien. On n'en sait rien, on le saura peut-être un jour. Vous me rappelez cette phrase qui pour moi a marqué le début de tout. C'est le maître d'hôtel à Bénarès qui me dit comment on peut vous dire qu'un tel mange salement, on dirait que c'est peut-être le Bouddha qui est venu pour vous tenter. Alors, on ne sait pas peut-être ceci. Mais enfin, je ne sais pas. Je ne le crois pas, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, le zoning, qui est l'affectation de certains espaces spécialisés à certaines fonctions,
et qui se développe de plus en plus dans les quartiers modernes, dans les villes modernes, et qui est très transposé. Par exemple, la ville de Sanaa au Yémen, vous avez des blocs de béton qui sont transposés, vous avez des gratte-ciel, on dépense très cher pour introduire l'air conditioning, le conditionnement d'air dedans, et vous avez un zoning qui vient éventrer la ville traditionnelle et vient se situer. Ce zoning n'existe pas dans les villes traditionnelles. Et dans la ville traditionnelle, vous poussez une porte et vous ne savez pas si vous entrez dans une maison familiale, de riches, de moyennement riches, de pauvres ou de très pauvres. Et vous ne savez pas si vous trouverez des trésors, c'est la caverne d'Alibaba, ou si vous trouverez un groupe de pauvres qui s'abritent derrière un mur et se réchauffent un bracelet. Donc, quand vous entrez, c'en est un exemple, vous poussez une porte, vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver derrière. Quelquefois, d'ailleurs, les maisons très riches sont converties. Voilà, nous sommes au palais Chabanal. Voilà. Le critère économique n'est pas le critère tout fait, toutes les bois, elle a tout construit. Elle a construit le bâtiment avec architecte. Et je dirais que c'est presque l'un des indices de modernité. Quand vous voyez les riches qui vivent selon des valeurs différentes des pauvres et qui vivent dans des immeubles de location ou qui vivent dans des villas, genre Villa Saint-Pierre, Saint-Michon et choses qui sont générales de plus en plus, vous l'avez au Maroc, vous l'avez ailleurs, vous dites, petit salon à l'entrée. Coucou, c'est moi. Voilà. Seulement qu'ils vivent dans le monde. C'est plus le cas. Et de plus en plus, on voit l'exode des riches vers des villas au bord de la mer ou vers la campagne. Et les anciennes villes, comme Fès, sont remplies d'immigration nouvelle à Sanaa ou à Kaboul, vous l'avez aussi. Et je viens de penser à l'Afghanistan et ça fait des rails. Et donc cette spécialisation des quartiers introduit une dimension inconnue de la société traditionnelle. Comment est la vie traditionnelle? J'avais dit en entrant qu'elle est un labyrinthe, un colimaçon, un dédale. J'avais dit qu'à l'intérieur, les espaces sont un peu plus délimités. Mais comment est-elle constituée? Quelle est sa structure? Je reviens maintenant aux villes musulmanes, aux cités al-Islam. Le souk et la mosquée sont indissolublement liés l'un à l'autre. L'un s'appuie sur l'autre. Ensuite, à côté, vous avez les boutiques des parfumeurs et vous avez les boutiques libraires. Les métiers les plus importants, les bâtiments importants, les négoces les plus importants, c'est les libraires et les parfumeurs. Et ils sont juste au pied de la mosquée. Et c'est là que ça donne tout son sens, un sens très profond, que je n'ai pas fini encore de vous citer. La phrase traditionnelle, ce que j'aurais le plus aimé, c'est la prière, les femmes et les parents. Alors, il y a un lien entre les phrases. Oui. Elle m'arrête. Je pense dire que c'est pas un moment encore pour s'arrêter. Et il y a un lien entre la famille, le parent, c'est évident, et également la prière. Je vais m'arrêter là-dessus, et on va écouter les questions. Est-ce que je suis discipliné? Alors, franchement, le débat, mais vous aviez un ordre sévère que vous avez à conclure au bout de la demi-heure. Alors, nous avons une demi-heure pour un jeu de questions et de réponses. Maintenant, nous connaissons pas mieux, et nous pourrons nous livrer à un débat qui, encore une fois, ne porte pas sur la maison, mais
sur tout ce qui a été dit dans les il y a beaucoup de bois semaines de tête. écoulées, depuis la Le bois lumière, de- je comprends que la maison, en passant par l'enseignement cèdre initiatique, sculpté. que peut-être Voilà vous notre avez... chambre. Ah, merci beaucoup, oui, j'ai pu activer 500. J'ai sorti. Oui, allez-y. Sous un angle dont vous n'avez pas parlé, et qui me semble Tout ça fait par c'est le temple considéré comme espace illustre aussi, alors elle a fait tout faire. Alors, il me semble bien que dans les compositions, le dessin qui est devant les parcelles, c'est le rectangle dans lequel la victime devait être. Tout a été fait par elle. Oui. Et l'église romaine. Il y a une chambre avec deux grands lits, mais les boulons qui fait aussi son petit film. Voilà, sur le plafond. Donc là aussi, le plafond, le double qui filme principalement. Ouais. Et bien avant d'être un temple d'action de grâce, un temple de prière, un temple d'adoration. Il va presque que c'est en supplément que de temps en temps on adore Dieu. Oui. Absolument. Et ça, vous en avez pas parlé. Alors, je reprends ça, vous venez d'en parler si bien que j'aurais souhaité que vous continuiez. Mais je reprends de la balle au bon, et je dirais que cette notion d'espace sacrificiel se perpétue jusque dans les contes populaires. Vous avez le conte très fréquent, que vous trouvez chez les frères Grimm, que vous voyez, de la femme, de l'architecte ou de l'enfant qui traverse, et il faut sacrifier le premier qui entre dans l'église. Et en général, d'ailleurs, il y a quelqu'un de plus avide, de plus rusé, qui envoie un chien pour commencer, et qui sacrifie. Bien, le scénario rappelle exactement le bouclier émissaire, le sacrifice d'Abraham. Mais, à l'origine, le sacrifice est humain, et le plan de la basilique reproduit encore, mais un peu plus incarné. Et au début, dans l'hôtel védique, d'ailleurs j'ai encore un film où on m'a assommé dans un temple de Krishna à Calcutta. J'étais là en train de filmer et on sacrifiait des chevreaux. C'était un temple de Kali, on sacrifiait des chevreaux et l'endroit était avant tout un lieu sacrificiel. Et on amenait des chevaux et on faisait des prières, on enfonçait. Voilà, nous sommes Et dans le film, tu vois, à un moment donné, d'ailleurs, tout se trouble et ça commence à divaguer et puis ma caméra tombe par terre. C'est le moment où j'étais assommé. Ouais. Bon, je réussis. Pardon? Le bâtiment. On a fait des plans. Pardon? On a fait, oui, on m'a pas sacrifié. Mais non, j'étais impu. Je ne méritais pas d'être sacrifié. Le bois. La chèvre était plus importante. La chèvre appartient à une initiation. Moi, j'étais, selon le mot védique, j'étais plus loin. Alors, le fait de me sacrifier, ça n'attirait aucun mérite. J'allais m'éliminer, tout simplement, et faire que je m'en aille plus loin. Alors, j'ai réussi à me dégager parce que, quand même, j'ai réussi beaucoup, et j'ai pu me dégager. Mais, au début, le temple védique était un lieu de sacrifice. Le temple chrétien était un lieu. Il y a un rêve extraordinaire de Ibn Arabi dans la civilisation. Il dort et il voit le temple de la Kaaba sans voile, selon la tradition juive, la tradition sémitique, des monuments sans voile, de la pudeur. Et il est habillé. Alors, il était déshabillé, les pierres étaient à nu. La question est de savoir si je vais d'abord casser le micro. Il faut toujours que je casse une mécanique. J'ai déjà cassé une voiture, mais ça c'est plus facile. Alors, Mouhidine Ibn Arabi rêve qu'il y a un espace vide dans les briques d'argent. Il les voit en argent, ils ne sont pas en argent du tout. Mais il les voit argentés dans son rêve, la Kaaba, il y a un espace vide. Et il y a un ange qui descend. Puis un autre ange, et les deux le prennent, et l'enfournent dans la Kaaba, et l'espace vide est précisément l'espace d'un sacrifice humain.
et les sacrifier de lui-même, et c'est lui qui est la pierre manquante. Eh bien là, vous retrouvez le mot « tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc il y a un élément humain et sacrificiel commun au rêve d'Ibn Arabi, à l'église chrétienne, au temple védique et au conte de Grimm. Donc le salut. Maintenant, là où il y a une différence, c'est que si l'église reste la maison de Dieu, et même dans son plan, c'est le lieu de la basilique, le lieu de la prostitution, et l'autel est le lieu où on élève aussi le lieu de la messe. La mosquée n'est pas la maison de Dieu, c'est simplement la maison des fidèles. Et c'est pourquoi on voit tellement de gens dormir dans la mosquée. Ils se réunissent et ils dorment, ils sont épars. Et c'est l'un des moyens d'ailleurs de faire que la mosquée soit une mosquée. Et on me demandait un jour, à Fès, je crois, qu'est-ce qui fait une mosquée? Quels sont les symboles? Je dis, c'est simplement qu'il y a des musulmans dedans. Et si vous avez une mosquée très belle, historique, pour les photographes, c'est pas du tout. Si vous avez une mosquée, même pour des gens qui dorment, en conséquence pour comporter les 3 étages. Alors, elle a fait toute la décoration, précisément, c'est ça qui fait que le bois, donc il y a beaucoup de bois de teck. Mais de bois de ma réponse est qu'elle suit, je pense, plutôt à la civilisation musulmane, dans laquelle cette fonction d'autel n'existe qu'en rêve ou existe pour leur orientation vers la terre. Mais certainement, si on prend le temple védique, ou si on prend la basilique orthodoxe, ou si on prend la cathédrale catholique, on est tout de suite dans un monde où l'environnement de pierre est là pour accomplir le mystère de la messe qui succède au mystère du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais dire pour le moment sur cette question, parce que je voudrais laisser à d'autres le soin aussi. Peut-être ce que je pourrais faire, c'est de laisser à chacun le soin de... Je vous en prie, ne pensez pas aussi que vous posez une question, vous pouvez aussi faire des commentaires. Et ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui dépassent et que je groupe ensuite, parce que le temps passe et je risque de répondre surtout au premier qui parle. Mais la question qui vient de soulever est tellement fondamentale que j'aurais pu me lancer ou même dans une conférence. Mais on va laisser un peu la parole aux autres. Oui. Et d'autre part, ce que vous avez dit, c'est valable aussi pour les villes arabes antiques. Est-ce que c'est les villes musulmanes ou les villes arabes? Bon, je retiens cette question et je vais faire un peu le tour de la table pour ne pas privilégier trop une question, mais je retiens les importantes, oui. Oui, je peux le dire aussi. Je peux déjà répondre à ces deux vraies. La deuxième est très rapidement apportée, pour ça que je vais toucher d'abord la deuxième. Masjid vient du verbe et de la racine sajada. Sajada signifie se prosterner, s'agenouiller, ou plutôt tomber face contre terre. Parce que dans l'ancienne tradition sémitique, aussi bien juive que musulmane, on ne s'agenouillait pas simplement, on se roulait par terre, dans ça. Et, c'est-à-dire, on cachait sa figure, et le Coran le dit, vous reconnaîtrez les vrais juifs, les vrais chrétiens, en ce qu'ils pleurent quand ils entendent mon nom, et ils cachent leur barbe dans le sable. Bon, il y a un peu de temps. Mais, il faut tout doucement. Mais, voilà, alors, sajada, qui signifie une prosternation complète. Pas la prosternation du Mahayana, des pèlerins tibétains qui, eux, se prosternent complètement et se mettent sur des planches et ils mesurent le sol en se couchant, mais c'est la prosternation, la sajada, c'est la prosternation avec les deux mains à terre, l'autre qui touche la terre, et de reproduire l'attitude du minéral. Parce que il est dit, la lettre de l'alphabet qui revient sur elle-même, la ha de Roua, qui commence au début, la
le symbole du minéral refermé sur lui sont aussi à la fois la position la plus basse de l'homme et la position la plus exaltée. C'est là qu'il est fixé par la bas. Alors, Sajada, c'est la prosternation. C'est le lieu où l'on se prosterne. Et il y a une phrase dans le Coran où Abraham dit, sans dire, dans une époque anté-islamique, bien avant que l'islam ait été prêché, il dit « construisons une mosquée ». Et le mot de masjid est employé dans le Coran. La seule fois qu'il est employé dans le Coran, c'est pour désigner un temple anté-islamique qui échappe non seulement au temps, mais échappe aux trois religions. Parce qu'il est dit au Coran, Abraham n'était ni chrétien, ni juif, ni musulman. Il adorait seulement Dieu. Donc l'acte d'adoration résorbe les religions particulières, et la mosquée, donc, n'est pas spécifique musulmane, elle est devenue avec le temps, mais on emploie le mot masjid pour parler d'une église ou d'une synagogue. C'est avant tout le lieu de l'adoration. Et c'est ce que j'ai répondu aussi en Iran, à l'université de Shiraz, où je parlais, on me disait, à quel secte appartenez-vous? Alors, je dis, vous posez la question, vous voulez savoir si je suis sunnite ou chiite? Je ne répondrai pas, c'est vous qui allez me le dire après. Alors après, il dit, Wallah, on ne sait pas. Alors je dis, c'est bien ce que j'espérais. Parce que si on entre sur le tapis de prière s'appelle aussi sajada. Et Omar Khayyam dit, suis-je un homme de sajada ou suis-je un homme qui ne croit à rien? Donc, le tapis est aussi quelquefois appelé, c'est déjà en persan sajada, c'est le lieu où on fait la prosternation. Donc, ce qui vaut pour l'ensemble de l'architecture, vaut également pour le tapis. Le tapis vous sépare de la géographie terrestre pour faire une extériorité, je connais d'appeler certains mots, et c'est là, je pense toujours à ça à la télévision, je suis toujours pensé, il y a un mot qui ne faudrait pas. Mais sajada, ça va. Et de même, je répondrai au mot minare. Voilà, nous sommes au palais Scheherazade. Quelle est l'origine de minare? Voilà. Minare n'est pas du tout le lieu d'où l'on entend la voix. Ça se réfère non pas à un symbolisme sonore, mais à un symbolisme visuel. Minara, c'est le lieu où on place le feu. Ça vient de nar, le feu. Minara, c'est l'endroit où il y a le feu. On met le feu, de guet, qui permet de s'orienter, le feu qui permet de voir quand on est dans les herbes, force de voir qu'il y a un endroit où vous indiquez. Donc au début, le symbole est visuel, c'est le feu. Et c'est pourquoi à Kérouan, par exemple, en même temps que le muezzin lance l'appel, il lève un drapeau vert. De sorte que l'impression visuelle rejoint l'impression auditive. Mais normalement, le mot minaret signifie le lieu où on allume un feu. Et c'est le phare. C'est le phare d'Alexandrie, le phare Ross. D'autre part, peut-être que vous savez peut-être que dans les villes, dans les villages, on construit les minarets ou les mosquées à environ 200 mètres les unes des autres. C'est-à-dire que c'est à portée de la voie humaine. Quand la voie n'est plus discernable, quand on ne porte plus, alors il est temps de construire un autre minaret et une autre mosquée. Il faut que le tissu des sons, des voix, soit sans cesse assuré. Et c'est là le principe pour construire une nouvelle mosquée. Maintenant, je reviens à la question que vous dites. Maintenant, je répondrai qu'il est très rare qu'il y ait un grenier ou une cave. Parce que le grenier et la cave sont dédiés à retenir des objets. La cave, le vin, c'est devenu le vin. Le grenier, le blé, les lieux. Or, les civilisations du Moyen-Orient, elles sont des civilisations passagères.
Et il existe des cabinets greniers, plus de greniers d'ailleurs que de caves, mais leur fonction n'est pas la même. Ils reçoivent, ils emmagasinent de l'eau, des outres d'eau, ou bien des grains, mais il est très rare que les civilisations musulmanes emmagasinent. Ouais. En général, les quotidiennes et viagères, il y a très peu de storage, il y a quelques silos, mais c'est très rare. Ce qui fait que ces notions sont relativement peu répandues. Il y a des grottes, maintenant, est-ce que ça n'existait pas à l'époque anté-islamique, ce n'est pas arabe plutôt que musulman, c'est-à-dire c'est un peu sous du sol, eh bien, le Coran se réfère beaucoup à de grandes cités anté-islamiques, parce qu'il est faux de penser qu'avant l'islam, il y avait la ville, il y avait les villes de Rassan, de Hira, donc la frontière de la Perse, l'autre frontière de la Syrie. Vous aviez les grandes villes de l'Arabie heureuse, et l'architecture de ces villes ressemblait déjà de très près à l'architecture que l'islam a reproduite. Et je dirais même, plutôt que de parler de villes islamiques ou arabes, sont des villes traditionnelles, parce que la ville méditerranéenne, le patio, la cour centrale, les maisons, ressemblent très exactement à l'habitat maghrébin le plus fréquent, ou à l'habitat d'Asie. Disons, quand il fait très froid, les murs sont plus épais, il y a des fois en Afghanistan, la yourte, c'est très chaud d'ailleurs, elle retient la chaleur, mais le domicile le plus fréquent, c'est le patio ouvert méditerranéen. Et c'est en cela que la vie traditionnelle islamique n'est pas, à proprement parler, islamique. Elle va même au-delà de l'Arabie. On la découvre dans l'habitat de tous les peuples méditerranéens et de la classe du Moyen-Orient. En vérité, on croit que tout a commencé en Mésopotamie, dans les Nanios. Et c'est là-bas que les maisons sont carrées à ciel ouvert. L'islam a repris, codifié et repensé et donné une signification à des formes qui existaient déjà. Mais ce qui est vrai de la maison, l'est aussi pour d'autres choses également. Bon, j'ai essayé de dire quelques mots aussi là-dessus. Oui. Ce qui est intéressant dans la symbolique du temps, c'est le rôle du prince dans le temps. C'est-à-dire dans l'architecture du temps, le rôle du prince qui est le médiateur entre la terre et le ciel. Et donc, certaines parties, dans le ministère et ça, il retrouve toujours cette décomposition entre le peuple, le prince et le ciel. Oui. Et on retrouve particulièrement ce passant de cette famille, c'est la famille pauvre de la société, où on trouve le prince, le pauvre du prince, sur l'axe du monde, à mi-chemin entre la coupole et la salle des carrés. D'ailleurs, le trône de Panthéon-Sikri est surélevé, il ressemble à une colonne qui s'épanouit. Et le prince est assis là, isolé dans les arbres, et ça a une forme axiale. Il est en haut d'une colonne, c'est un stylite. Et c'est une nouvelle théorie, mais il est sur un axe du monde, et là, il j'aurais tout de suite. Ceci est aussi vrai, j'ai un peu insisté là-dessus la dernière fois, sur l'empereur de Chine. Il est à la fois le prêtre, le prince, le sacrificateur essentiel, le temple du ciel africain, qui est un des plus beaux endroits que je connais, et fait en réalité comme ça. L'empereur et le mystère, entre la terre et le ciel, les fils du ciel, les rois de la terre, et il va des femmes mesurant le long des dalles, qui mesure ce cèdre vers la salle principale. Et là, c'est tout le temps qui est circulaire sur une esplanade carrée, qui est faite pour un prince unique. Maintenant, ceci vaut
aux différents autres endroits, qu'ils soient sacrés ou profanes. Profanes, vous savez que là, les instruments de Louis XIV étaient trop à Versailles, et que tous les visages, les ailes, sont organisés pour donner cette position axiale au roi qui regarde devant lui et voit les perspectives s'éloigner. C'est un peu, pour reprendre Match-Proscrit, la position du roi de l'échec, qui flanquait son lit, regarde ensuite les directions, et qui domine. Et Match-Proscrit est pas seulement pour ça, pour d'autres choses. Le temple rouge à New Delhi sont construits selon les principes du jeu d'échecs. C'est pas pour rien aussi que le jeu d'échecs a été raffiné là-bas. Mais dans la grande différence, je parlais de Versailles, mes chers Mongols, j'aime beaucoup le Mongol, vous l'avez deviné, mes chers Mongols étaient un jour à une réception offerte à Versailles par Edgar Faure, qui était alors ministre de l'Éducation. Alors j'y suis allé, c'était l'époque du school, je suis allé là-bas, et je vois de petits hommes trapus, jaunes, les yeux brisés, qui n'avaient l'air ni du chinois, ni du japonais, ni du birman, et parlent entre eux en russe, avec un ou deux russes. Et je m'approche, et l'un d'entre eux, j'ai appris à son délégation mongole, et l'un d'entre eux dit un mot qui m'a ravi, parce que ça signifiait la réintégration de Versailles dans leur espace. Ils ont dit, quelle charge de cavalerie on pourrait faire à travers la galerie des classes. Ils voyaient ça comme un espace pour lancer des chevaux au galop, et tout c'est tellement beau comme image, j'étais le seul à trouver que c'est super. Edgar Faure, à qui j'ai raconté, ne trouvait pas que c'est si beau que ça, mais alors, ils voyaient ça, ils avaient ce petit chevaux trapus, et ça rappelle un peu également le début de Anna Karenine, je crois, non, de Magdalena et Gerta Garbo, ils m'ont peut-être repassé un tour à la télévision. Au début, il y a une chape cosaque à l'intérieur ces deux civilisations sacrées, et les cosaques sont avec leurs chevaux par-dessus les pianos qui sont disposés dans la salle. Alors, les pianos sont transformés en obstacles pour un petit budget. Et ça ressemble aussi à la fin, alors ça passe, pour ce moment, je ne fais pas de réclame, dans l'impératrice rouge, à la Sophie, où Marlène Dietrich, en reine de Russie, et les chevaux galopent à travers les escaliers qui montent, c'est les dernières images. Alors, j'aime beaucoup cette appropriation d'un espace qui est dépossédé de ce qu'il est pour devenir un autre espace. Alors, les Mongols racontent ça à Versailles, mais l'idée première de Versailles, c'est que le roi Soleil n'était pas roi Soleil pour rien. Il était le roi Soleil qui se trouve au milieu et qui ravi de là. Maintenant, dans le cadre de l'islam, c'est un peu différent. C'est moins central. Pardon? Les boiseries. Oui, c'était utile pour les oui. Ah non, mais vous savez très bien, je ne sais pas si vous avez raconté parce que je ne sais plus très bien ce que j'ai dit, mais les origines de Versailles. Pas de Versailles, mais de la colère de Louis XIV. Un jour, il a fait venir, il aimait beaucoup faire la démonstration des cartes de Versailles. Et il a fait venir l'ambassadeur ottoman. Et lui a montré Versailles, il lui a montré les grandes eaux, qui évidemment sont à l'extrême opposé de Topkapi. Certains l'ont vu. À Topkapi, il n'y a presque rien. C'est-à-dire, ce qu'on voit de mieux et de plus monumental, c'est les cuisines. Il y a de grandes cheminées sur le dos, c'est super. Mais les palais sont des kiosques. Ils sont épars, on dirait sans plan à l'intérieur de Topkapi. Alors que Versailles est une conquête de l'espace. Il y a des perspectives, et même la nature est prise en main, jubilée, et vous avez l'abscisse ordonnée, il y a une appropriation de l'espace, des perspectives, et il a montré ça au Grand Turc. Enfin, l'envoyé du Grand Turc, qui n'a pas été impressionné. Ben non, parce qu'on a quand même plus subtil et mieux à montrer. Je ne sais pas. Non, autre chose. Je n'ai pas plusieurs, mais autre chose. Autre chose. En tout cas, elle était très mauvais diplomate.
Parce qu'il a dit ce qu'il pensait. Et il a dit que ça faisait nouveau riche, et que c'est du temps. Et que chez lui, en Turquie, c'était beaucoup mieux. Ce sur quoi Louis XIV a piqué une colère épouvantable, et il a passé commande à Lully et à Molière de faire une pièce où on ridiculiserait le Mamouchi. C'est l'origine du bourgeois gentilhomme. Alors, Molière n'a pas pu s'empêcher. Bon, j'aime pas beaucoup Molière. Alors, pardon? Non, un jour, j'ai raconté ça à Monterland, dans une voiture, en roulé, je le ramenais et je dis, j'aime pas Molière. Et vous, il dit, vous vous doutez bien si vous posez la question qu'il aime ma réponse. Alors, bon, mais il ne suis pas de Molière. Et, alors, Molière n'a pas pu s'empêcher dans une pièce morale. C'était fait la psychologie du bourgeois. Bon, savoir système, dans tout ça, c'est possible. Mais toute la cérémonie et Lully, lui, a joué le rôle. Et il a joué le jeu. Il a fait une partition super. Le ballet du Bourgeois. Et tout ce ballet était destiné à ridiculiser le grand turc. D'où la cérémonie du développement du Mamouchi, du Père Paladino de Giordano et ainsi de suite. Bon, ça, je le dis en passant. Maintenant, dans la mosquée musulmane, la mosquée musulmane n'est pas ça. N'est pas. Donc, ce n'est pas le lieu du sacrifice, ni le lieu de procession, c'est le lieu de la communion. Et dans la mosquée, il n'y a pas de centre privilégié, il n'y a pas d'hôtel. Les gens sont alignés en randonnée. Ils sont côte à côte. Et moi, ça me met toujours en colère quand je vois qu'il y a toujours, quoi qu'on fasse, il y a toujours un musulman qui en sait plus que les autres, qui est plus pieux et meilleur que les autres, qui est un péché minime. C'est l'arshad minkum, c'est en savoir être mieux que les autres, qui vous dit de vous serrer davantage. Alors, l'idée, c'est d'opposer à Sadr l'Islam, une poitrine sans fissure au monde extérieur. Alors, on se tasse, on se serre, et même quand il y a beaucoup de place à droite et à gauche, on est là, serré en randonnion comme des sardines, et on regarde dans la direction, et on a à peine la place de prosterner par la. Le monde extérieur. Oui. Ça peut être des diables, ça peut être Iblis, ça peut être des occidentaux, ça peut être des chrétiens, on ne sait pas, mais ça peut être le mal en général, des sorcières qui soufflent sur les nœuds. Enfin, il est bon que la communauté se serre, parce qu'on ne sait pas quel malheur peut la menacer. Alors, il y a toujours un type qui en sait plus long que les autres, qui vous dit de vous casser davantage. Mais alors, il y a une chose, c'est ça qui me frappe le plus à la Mecque. Quand on est autour du temple, on se tourne quand on est à la Mecque. Vers quoi se tourne-t-on? C'est le seul endroit du monde où la droite devient cercle. C'est le passage de la ligne droite du cercle. On tourne en rond. Et on a devant soi, non pas une icône, ni un symbole, mais un autre être humain de chair et d'os qui vous regarde et qui fait les mêmes gestes que vous. Il n'est pas derrière, parce que celui qui est derrière là-bas, on ne voit pas. Mais on distingue d'autres. Moi, je me rappelle toujours un personnage que j'ai vu, qui n'avait aucun mérite particulier, mais qui avait un grand turban orange. Alors, ce turban orange, je le verrai, probablement, ce sera la dernière chose que je verrai. Alors, dans cette religion assez furieuse, iconoclaste, débile, la dernière image n'est pas un tableau, n'est pas le bois, donc il y a beaucoup de bois de teck. C'est un autre. Je me rappelle cette pièce de Liberty, qui s'appelle Le Malcouz, où quelqu'un racontait le sens de l'histoire à un rêve. Alors le rêve dit arrête. L'histoire, c'est moi qui l'ai fait, et de toute ma corpulence. Alors, ce mot de corpulence, on voit pour terminer la corpulence de l'autre. Et autrui qui est soi. Il y a un jeu de pouvoir. Alors, arrivé au bout du parcours, qu'est-ce qu'on découvre?
ce n'est pas un lustres, elle a fait faire les... Partout dans l'islam, on prie dans les boiseries. Arrivé à la Mecque, on prie devant quelqu'un qui vous regarde et qui est venu de l'autre horizon avec la même affection. Et ça, c'est une chose qui me trouble la dernière vision, c'est un autre être humain. Et quand on est à la mosquée, l'espace n'a plus d'importance. Dans les églises, dans les temples védiques, dans les temples bouddhiques, il y a toujours un saint des saints. Il y a un centre, il y a une architecture centrée. L'architecture musulmane est un désert, elle est décentrée. Il y a juste une qibla, un mihrab, qui indique quoi? Il indique une direction. Mais on prie dans une direction. Mais on ne prie pas autour d'un mystère qui est là et qui est symbolisé. Voilà la différence. Et peut-être que j'ai une réaction musulmane, j'ai un peu trop vu l'exemple non sacrificiel de la mosquée, mais je reconnais tout à fait que le côté sacrificiel existe, mais partout dans l'islam ailleurs existe, qu'on va faire écrit, cette notion d'axe du monde. Et la Kaaba, qu'est-ce qu'elle est, sinon un axe? Parce que la véritable Kaaba, elle est à la verticale, elle monte sans limite jusqu'en haut. Est-ce que vous croyez qu'on peut dire que chaque... Je le crois. C'est là, d'ailleurs, la signification de la station verticale. Et le Coran le dit en haut, Ahsan Naqwi, dans la plus belle des statues. Et la stature, c'est la stature debout et droite. Et c'est le moment, d'ailleurs, avant de commencer la prière, quand on monte sur le tapis, quand on marche sur le tapis, on commence par rester immobile, les bras ballants. Et c'est déjà la première étape. On dédie son horizontalité, sa verticalité, ce qui fait que chaque être est un axe, de même que la croix sur le Golgotha est un axe, mais chaque orang est un axe. C'est-à-dire que nous sommes chacun de nous à la fois. Elle a tout construit, elle a construit le bâtiment avec l'architecte. Et il est absolument par sa fait des plans, et par sa présence. Donc, que la Kaaba soit un axe privilégié, que le Golgotha soit un axe privilégié, que le mont Mérou, la montagne A, soit des axes privilégiés. Est un axe privilégié, et lorsque nous avançons, nous avons une valeur. D'ailleurs, ça apparaît c'est pour ça que les prêtres, avant maintenant, mais avant ils avaient le sommet du crâne rasé pour laisser les uns. Ça ressemble au trou qu'il y a dans le wigwam ou qu'il y a dans la yourte. La bustanelle, l'ouverture vers en haut, ressemble à l'ouverture de la yourte qui laisse passer la cheminée. Et vous savez que c'est l'origine aussi du fait que le Père Noël descend et remonte la cheminée. Alors, il y a une valeur axiale que le prêtre représente dans son corps, donc l'église, et le représenter par la tonsure. Et la tonsure joue le rôle d'architecture vivante. Et c'est l'ouverture vers le ciel, un peu comme la mosquée est à ciel ouvert, mais également comme la maison individuelle, la yourte, le tipi et le wigwam, ont une ouverture en haut vers le ciel. Alors l'homme est un temple et le prêtre tonsuré qui est consacré, est un temple vivant encore plus que les autres. Je trouve que dans les églises orthodoxes, il y a une ambiance, je vais mettre d'autres mots, mais enfin une ambiance qui est, je crois, très différente du catholique. Oui. Et j'aimerais vous entendre en parler. Comment vous le percevez? Je perçois, disons, d'abord par un sens du mystère. Et je dis qu'il y a un sens de mystère, les icônes, et aussi le fait que l'iconostase, que le prêtre se voile, disparaît derrière le voile de tel pour apparaître, qui est très différent. Alors, il y a un voile
sur certains événements essentiels qui n'existent pas dans la société. Donc la dimension de mystère, introduite d'une part par la routine, et d'autre part par ce voile qui d'ailleurs pouvait refermer, qui fait que le prêtre disparaît, revient, il est occulté, il revient, introduit l'autre élément, mais ça c'est une possibilité. Voilà, nous sommes au palais Scheherazade. Jubilation pascale. Voilà. Une annonciation permanente dans l'église orthodoxe que je ne trouve pas au même degré dans elle a fait des plans, elle a fait il y a une espèce de fête, d'illumination intérieure et extérieure que je ressens, mais ça c'est plutôt lors de la sensibilité que lors de la lecture. Le bois de cèdre sculpté. Voilà notre chambre. Là. Petit salon à l'entrée. Oui. Coucou, c'est moi. Voilà, donc le fameux plafond. Tout ça fait par. D'où l'importance de l'annonciation des fêtes de Pâques. Elle a fait tout faire. Dans elle a fait faire les lustres, elle a fait faire les... Oui, il y a un jaillissement. Dans le mystère connaissance, et il a pris la renaissance plus que la vie, vous avez raison. C'est la résurrection, et quand on va dans l'église à la Haute-Garoude, mes oncles, elle est souvent, mais qui c'est maison parce que c'est le jour où on peut embrasser les mannequins russes qu'il y avait à l'époque. Et alors, il y allait, et la phrase qu'il disait était, effectivement, était Christos Voskres, Isni Voskres. C'est-à-dire, le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Et la résurrection est l'élément primordial. D'où cette impression de rutinance et de jubilation, sans doute, fondée en théologie. Oui. Moi, je vais faire part de mon expérience sur l'aspect musulman. Oui. Pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de travailler pour l'université africaine, dans la vallée du Nizam. Oui. Et j'ai donc eu l'occasion de discuter et c'est une observation qui a rapport avec ce que vous avez dit à propos du zone. Et il y a 2 choses qui m'ont frappé dans la cité arabique, de cette communauté, pour les qui ne savent pas, c'est la cité du Zach, qui est en Allemagne, sont habitées par une secte musulmane qui est dissidente. Parce que c'est aussi 2 questions qui viennent un petit peu pour poser les éléments. D'une part, un ordre basé sur la hiérarchie des activités de l'espace, et d'autre part, une vision conscientée qui leur donne ces mêmes éléments. Comme je dis, il y avait à la fois un ordre vertical et un ordre horizontal qui rappelle l'usage de Haït de base, c'est-à-dire Voilà, nous sommes au palais Scheherazade. Donc, dans cette ordre l'élément qui est c'est la sœur de Fouzi qui a tout fait, elle a tout construit. Elle a construit le bâtiment, elle est architecte. Elle a construit le bâtiment, elle a fait des plans, elle a fait les murs en conséquence pour pouvoir porter les 3 étages. Elle a fait toutes les moulures, toute la décoration, le bois. Donc il y a beaucoup de bois de teck, de bois de cèdre sculpté. Oui, notre chambre. Petit salon à l'entrée. Coucou, c'est moi. Voilà, donc le fameux plafond. Tout ça fait par elle, la sœur de Fouzi, avec les lustres aussi. Alors elle a fait tout faire. Elle a fait faire les lustres. Mais alors là, bon, Tosé est pris. Les boiseries, les meubles, tout a été fait par elle. Oui.
Donc là, il y a une chambre avec 2 grands lits. Il y a Bruno qui fait aussi ses petits films. Voilà, sur le plafond. Donc là aussi. Oui, le tard, elle est sale, mais ils sont. Pour ses parents. Mais alors, il y a une chose. Vous venez pas, je suis très heureux que vous en parliez. J'aurais même voulu que vous contradisiez davantage. Mais l'architecture des Ibadites, dans le domaine des Mozabites, est très intéressante. Elle est à la fois une architecture assez typique du reste, mais les Ibadites sont à la fois une communauté, une secte très fermée. Il reste Ibadites partout, et en même temps, il y en a partout, en Amérique du Sud, ailleurs, et ils envoient des mandats à la maison. Ils sont donc à la fois très à part, très refermés sur eux-mêmes, très ouverts au monde. Il y en a partout, ici à Paris, il y en a, ils sont marchands de légumes, et ainsi de suite. Alors, les Ibadites ont cette double qualité. Leur architecture aussi. Leur architecture est à la fois une architecture typique et une architecture atypique. Elle est typique en ce sens que on retrouve beaucoup d'éléments par aux autres, et je dirais que la présence de Allah et la présence également de cette hiérarchie qui est qualitative. J'ai bien retenu ce mot parce que elle n'est pas fondée uniquement sur des circonstances quantitatives, et souvent d'ailleurs on est embarrassé de se dire pourquoi un métier est classifié plus haut qu'un autre. Et les critères sont souvent très difficiles à trouver. Ils existent, on le retrouve à peu près identique à eux-mêmes d'une ville à l'autre. Mais ceux qui sont les plus proches, la mosquée qui occupe le centre, qui sont en haut, les parfumeurs, souk al-Tarine, ainsi, on retrouve ça dans les villes Jérusalem. Et à l'extérieur, vous avez ceux qui traitent la matière inerte, les animaux morts, les croyeurs, les tanneurs. Bon, ces deux extrêmes peuvent se comprendre. À côté, vous avez la madrasa, vous avez le lieu de la connaissance. À l'extérieur, dans les ténèbres extérieures, vous avez ceux qui traitent ces animaux à dépousser la matière. Et au milieu, on se demande quelquefois pourquoi, et j'ai remarqué que vous avez hésité sur le mot employé. Ce n'est pas plus noble que d'autres, ce n'est certainement pas plus lucratif que d'autres. Il y a des critères très subtils qui font que tel métier passe devant tel autre. Mais cette hiérarchie existe, elle est assez stricte, elle se retrouve un peu partout. Et elle est la même partout. Oui, la Madina de Fadla, la cité juste, il a essayé de faire une espèce de typologie idéale, qui est passionnante d'ailleurs, et on y retrouve des explications, une mise en place des grandes structures permanentes de la ville musulmane. Et les villes mozabites l'illustrent, en même temps que ça illustre une architecture qui a fasciné beaucoup des architectes modernes, elle est très fascinante. Mais vous retrouvez un peu la disposition aussi de la Madina al-Fadla, de la construction d'Al-Farabi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux conceptions qui sont menées dans la cité pour disposer les éléments. D'une part, un ordre basé sur la hiérarchisation des individus, des activités et de l'espace, et d'autre part une vision concentrique qui ordonne ces mêmes éléments. Comme si il y avait à la fois un ordre vertical et un ordre horizontal qui rappelle du reste alif et bas, c'est-à-dire la et la deuxième lettre. Donc, dans cet ordre vertical, les éléments sont classés donc, par rapport, c'est une classification qualitative par rapport à la proximité à Dieu, si je puis dire. Et bon, les activités sont bien sûr classées du haut vers le bas, du bas vers le haut. Alors, on va trouver bien sûr en bas le marché, par contre, la mosquée tout en haut. Pour les métiers, c'est pareil. On va trouver les métiers qui sont vus. Oui. Oui. Un plus haut. Alors qu'on va trouver la métassa
Rome. Et par rapport aux religions, il y a aussi le Méla, qui est la cité. Voilà, nous sommes au palais Sherazade. Voilà. C'est la sœur de Fouzi qui a tout fait. Mais alors là, bon, Tosé. D'ailleurs, ce que vous dites à propos de la. Elle a fait des plans, elle a fait conséquences pour porter les 3 étages. Oui. Elle a fait toutes les moulures, toute la décoration, le bois, donc il y a beaucoup de bois de teck, bois de cèdre sculpté. Notre chambre, voilà. Oui, le dar, les salles maison de l'histoire. Mais alors, il y a une chose. Vous venez pas, je suis très heureux que vous en parliez. J'aurais même voulu que vous contradiquiez davantage. Mais l'architecture des Ibadites, des Mozambiques, est très intéressante. Elle est à la fois une architecture assez typique du reste, mais les Ibadites sont à la fois une communauté, une secte très fermée. Il reste Ibadites partout, et en même temps, il y en a partout, en Amérique du Sud, ailleurs, et ils envoient des mandats à la maison. Ils sont donc à la fois très à part, très refermés sur eux-mêmes, très ouverts au monde. Il y en a partout. Ici à Paris, il y en a, ils sont marchands de légumes et ainsi de suite. Alors, les Ibadites ont cette double qualité. Leur architecture aussi. Leur architecture est à la fois une architecture typique et une architecture atypique. Elle est typique en ce sens que on retrouve beaucoup d'éléments par aux autres, et je dirais que la présence de Malach et la présence également de cette hiérarchie qui est qualitative. J'ai bien retenu ce mot parce que elle n'est pas fondée uniquement sur des sacres constantés quantitatives, et souvent d'ailleurs on est embarrassé de se dire pourquoi un métier est classifié plus haut qu'un autre. Les critères sont souvent très difficiles à trouver. Ils existent, on le retrouve à peu près identique à eux-mêmes d'une ville à l'autre. Mais ceux qui sont les plus proches de la mosquée, qui occupent le centre, qui sont en haut, les parfumeurs, les souk à la tarine, ainsi, on retrouve ça dans les villes du Mza. Et à l'extérieur, vous avez ceux qui traitent la matière inerte, les animaux morts, les croyeurs, les tanneurs. Bon, ces deux extrêmes peuvent se comprendre. À côté, vous avez la madrasa, vous avez le lieu de la connaissance. À l'extérieur, dans les ténèbres extérieures, vous avez ceux qui traitent les animaux à dépecer, la matière. Mais au milieu, on se demande quelquefois pourquoi. Et j'ai remarqué que vous avez hésité sur le mot employé. Ce n'est pas plus noble que d'autres, ce n'est certainement pas plus lucratif que d'autres. Il y a des critères très subtils qui font que tel métier passe devant tel autre. Mais cette hiérarchie existe, elle est assez stricte, elle se retrouve un peu partout. Et elle est à peu près la même partout. Elle a fait des plans, elle a fait une conséquence pour porter les 3 étages. Oui, la Madina al-Fadla, la cité juste, il a essayé de faire une espèce de typologie idéale, qui est passionnante d'ailleurs, et on y retrouve des inspirations, une mise en place des grandes structures permanentes de la ville musulmane. Et les villes mozambiques l'illustration, en même temps que ça illustre une architecture qui a fasciné beaucoup des architectes modernes, elle est très fascinante. Mais vous retrouvez un peu la disposition aussi de la Madina al-Fadla, de la construction d'Al-Farabi, et il y a un point que j'ai appris il y a quelques jours, puisque vous êtes en métier. Je faisais une conférence sur les villes musulmanes à l'ICOMOS, à l'Institut des Monuments d'ici. Et il y avait là-bas un de mes anciens collègues de l'UNESCO qui était chargé des monuments algériens. Vous connaissez. Alors, il me disait, il l'a dit à la conférence, que son
plus grand problème était avec le Mozambique. Ils refusaient absolument de laisser classer leurs monuments ou les... Bon, d'abord, il y a le particularisme. Le fait qu'ils ne se sentent pas intégrés au reste d'Algérie, ça. Mais il y a aussi le fait que la maison, pour eux, c'est ni ancien ni nouveau, ce n'est pas classé, ils n'ont pas du tout le sentiment d'habiter dans des villes musées. C'est l'ensemble de la vallée qui a été classée, toutes les habitations sont donc classées, et moi, j'ai déchargé une instruction et l'aménagement du territoire, on le répétait toujours, écoutez, vous ne devez pas nous enfermer dans un musée, ça n'est pas un musée. C'était la phrase constante. Voilà. Mais il y a un point qui est important dans ce livre, il y a plusieurs, mais il y a un point essentiel, j'aimerais bien d'ailleurs rester en contact avec vous pour quantité de raisons. L'un des points essentiels, c'est que c'est pas la maison en elle-même, ni la ville en elle-même qui est importante, c'est toute la vallée. De même, dans mon pays, en Afghanistan, il y a eu un projet affreux qui m'a amené à partir à toute vitesse, prendre l'avion, aller voir le roi, qui était de faire un spectacle son et lumière en bétonnant la vallée du Bamiyan. On voulait construire entre la Shah al-Golgola, la ville qui a été ruinée par Genghis Khan, et la falaise du Bamiyan. On voulait bétonner la vallée qui en effet descend en gradin et faire un spectacle son et lumière. Il y avait une entreprise de 000, mais ils avaient omis une chose. C'est que les grands Bouddhas qui sont dans la falaise ne représentaient qu'un fragment de ce qu'il fallait protéger. Et comme le disait l'ancien directeur général de l'UNESCO, Maheu, que j'avais amené là-bas, il me dit, ils sont les Bouddhas les plus laids du monde. Il dit, mais le Bamiyan n'est pas un monument, c'est un site. Et ce qui était important, ce n'est pas les Bouddhas, c'est l'ensemble fait par la vallée, les peupliers, les arbres, la rivière, et c'était tout là. Et Omzab, c'est aussi l'écart entre les maisons, l'espace, le regroupement, c'est tout un site et une vallée dont il faut prendre en considération, et je suis très heureux que vous ayez vu ça. Et c'est ça l'un des problèmes, c'est que la ville orientale, et c'était là le propos que je soutenais à l'ICOMOS, j'ai pas pu aller, ils ont l'Assemblée Générale maintenant à Dresde et à Rostock, j'ai envoyé ma communication, je vais être rapporteur du groupe de travail sur les monuments orientaux, africains et asiatiques. Il a dit que c'est inutile de détacher un palais ou une maison, étant donné que la notion d'un palais ou d'une maison détachée existe à peine dans les consciences, il faut embrasser du regard l'ensemble, et pas seulement la ville, mais la vallée, ce qui rend le travail à peu près impossible, d'ailleurs, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a jamais d'argent pour faire le travail. Mais il y a à Gardaïa, la protection du site et le particularisme des Mozambiques ne les a pas empêchés d'accepter le gaz naturel avec des tuyaux qui courent le long des maisons, avec des trucs comme ça. Ah non, mais de toute façon, ils font tout pour que le site ne soit pas classé. Ah oui, ils veulent que les... Vous savez, le grand échec, il y a eu 2 échecs à l'UNESCO, à Athènes et à Venise. Parce que l'UNESCO essayait de protéger ces endroits contre la pollution. Mais eux répondraient comme partout en Orient, mais on veut être pollué. La pollution représente le progrès. Et si on n'est pas pollué, vous arrivez au moment où je réclamais la pollution, mais je me mettais dans la peau d'autres personnes. Ils veulent être pollués. Et les gens du Mzab ont mené et continuent à mener une bagarre acharnée pour ne pas être classés et pouvoir amener le gaz comme ils veulent. Et la phrase que vous entendez, la phrase typique, on ne veut pas être une ville musée. Et ça les énerve de voir qu'on vient les protéger, ils n'aiment pas ça. Maintenant, il y a une proposition de classement qui est arrivée. Oui. Oui, je pense que ça prendra du temps, ça ne m'en a pas. Mais ils ont vu aussi leur profit là-dedans.
Voilà. parce qu'ils sont très commerçants, ils comprennent très bien où est leur intérêt, et ils ont vu que ça pouvait, ils ne sont pas contre aussi la présence, ils sont à la fois contre le gouvernement et pour la présence des touristes. Construit le bâtiment. Oui. Elle a fait les Mais plans, c'est elle a c'était fait, passionnant. les 3 étages. Oui, il ne faut pas qu'il se fasse trop remarquer. Toute la décoration. Oui. Raconter une anecdote. Mais allez-y, je raconte assez et je serai heureux de rapport. Un humour exceptionnel qui m'est arrivé à Gardaïa, à un grand hôtel. Voilà notre champ. Je me présentais à Gardaïa avec des amis et je m'étais acheté une magnifique Endura. C'était donc un costume local, Endura blanche, qu'on a mis aussi. Et on a voulu aller dîner à l'hôtel en question. On a été reçu sur pas de la porte par un magnifique Algérien, un maître d'hôtel, en smoking, le papillon, et qui nous a dit, si vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes mal habillé. Oui, des choses comme ça il m'est arrivé des tas dans ma vie. Et je me rappelle au Pakistan, bon, en ce moment je suis au Pakistan, et au Pakistan, il y avait un club qui était le club de Rudyard Kipling, le Civil and Military Club, qui était très fermé. Et nous étions là-bas pour Noël, non, pour le Nouvel An. Et à minuit moins une, un grand portier, si barbu, nous a dit, "Time, gentlemen, please." Ils appliquaient le découpage des horaires anglais au club, et l'un a dit, vous savez, il n'y a aucun Pakistanais qui puisse entrer ici. Et il y avait 2 ou 3 Pakistanais qui étaient le Premier ministre et d'autres. Il dit, c'est eux qui empêchent les autres d'entrer. C'est-à-dire que le snobisme continuait à avoir ses droits, et la présence de gardiens de la porte en nœud papillon est très fréquent. Maintenant, ça disparaît un peu, mais ça existait beaucoup après la guerre, et on avait ça, je vous cite, c'est l'exemple avec ça. Il y avait une chose qui restait, nous étions assis autour d'une table, et nous avions des Pakistanais qui tournaient autour de la table au son de cornemuse, de bagpipes, et ils faisaient le tour pendant qu'on mangeait. Alors, il y a eu un mélange de folklore qui était étonnant, qui a tendance un peu à disparaître. Mais ce que vous dites sur Gardaïa, et j'ai vu un exemple là affolant qui dépasse toute imagination, c'est qu'il y avait une firme d'ascenseurs d'un Britannique qui avait obtenu de faire des tapis roulants comme dans des aérodromes autour de la cabane. Et alors, il y avait un qui allait plus lentement et un autre qui allait plus vite. Et parce qu'on fait 3 tours de marche et 4 tours en courant. Et c'était pour les malades, les âgés. Donc, il y avait un moralisme qui venait noyer tout. Et on faisait ça pour les malheureux qui ne réussissaient pas. Moi, en quoi, il y avait pas mal de gens qui gagnaient beaucoup d'argent avec cette affaire. L'affaire était pas conclue. Et on m'a envoyé là-bas en me disant, vous pourrez le faire, un homme ne peut pas le faire, mais allez-y, vous êtes musulman connu comme étant très à cheval sur ça, et en même temps vous appartenez à une institution internationale, américano-parisienne, et ils auront du respect pour elle. Et j'y suis allé, en effet, je me suis opposé à l'installation de ces... Non, mais au nom de critères qui n'étaient pas traditionnels. J'ai été un jour à une session de l'organisation de la conférence islamique, et on parlait de 2 choses. L'un, c'était un plan de restauration du mouvement. Eh bien, une très grande minorité était contre. Ils disaient, vous êtes un charognard en voulant préserver les temples, les mosquées, les monuments. Ils sont fait tomber. Est-ce que vous allez déterrer des cadavres? On va les reconstruire. Et une civilisation, et je dois dire que j'ai troublé, une civilisation vivante, c'est une civilisation construite et qui est capable de construire des mosquées avec d'autres matériaux s'il le faut. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée archaïsante de vouloir à tout prix retaper de vieilles pierres? Oui. On avait fait une proposition de restauration d'une très vieille mosquée
mosquée. On l'avait daté, bien sûr, mais en fait, comme je disais la dernière fois, les mosquées n'ont pas d'âge. Elles sont refaites au fur et à mesure. Oui, c'est couteau de Giano. Hein. J'avais refusé le permis d'évolution, parce que j'avais posé un permis d'évoluer, et j'avais envoyé donc ce document à la mairie. Et le lendemain, quand j'étais sur les lieux, la mosquée avait été démolie pendant la nuit. Oui. Il y a un qui avait été fait en réunion avec une famille à la Ligue, mais je comprenais très bien la position des gens de la communauté, parce que bon, la mosquée n'était pas adaptée, ils ont voulu l'agrandir pour accueillir plus de gens et dans des conditions d'hygiène. Et c'était ça l'essentiel. Il y a un point de vue différent, et je dois dire que quelquefois je suis troublé, je ne sais plus très bien qui a raison. Et leur point de vue, qui au début me choquait, commence à me travailler, et je me dis qu'ils ont peut-être raison. Enfin, il faut se placer à des points de vue différents. Et on va peut-être terminer sur ce doute, et sur ce point d'interrogation. On est en train de me rappeler Time Captain, please. Oui.